Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour et bienvenue à votre bilan santé. Je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix, propriétaire et fondateur du réseau des cliniques médicales Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Marc, aujourd'hui on discute d'un sujet, j'oserais dire, un peu tabou. Effectivement, nous recevons le Dr Thierry Dujardin, urologue, qui va nous entretenir d'un problème de prostate. Alors, demeurez avec nous, mais juste avant d'aller à la pause, voici notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Le principal facteur de risque du cancer de la prostate est l'âge. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook, Votre bilan santé, et courir la chance de gagner un bilan de santé. Demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, on s'entretient avec Dr Thierry Dujardin. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Docteur Dujardin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à votre bilan santé. Bonjour. Docteur Dujardin, quand on pense prostate ou qu'on entend le mot prostate, corrigez-moi si je me trompe, mais ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai, ça fait un peu peur parce que immédiatement les gens pensent au cancer de prostate. Or, ce n'est pas que le cancer de prostate. Le cancer de prostate est fréquent, environ un homme sur 7, un homme sur 8. Mais la pathologie bénigne de la prostate, qu'on appelle l'hypertrophie bénigne ou l'adénome de prostate, est une pathologie encore plus fréquente que le cancer, qui touche plus d'hommes que le cancer et qui se traite. Donc effectivement, quand on voit un patient avec son problème de prostate, on peut comprendre, parce que d'emblée, il est inquiet du cancer, mais on peut le rassurer en disant que tout homme qui souffre de symptômes urinaires n'a pas obligatoirement un cancer. Allez, vas-y Marc. La prostate, les gens ne connaissent pas toujours bien la prostate. C'est quoi exactement le rôle de la prostate? La prostate, avant tout, c'est un organe sexuel et c'est pour cela que les patients sont surpris souvent. Ils disent la prostate, c'est urinaire. Mais la prostate c'est une glande qui sécrète du liquide, des protéines, mais qui en même temps participe à la fabrication du sperme. Une partie du sperme vient des spermatozoïdes des testicules et une grande partie qui constitue le volume du sperme vient de la prostate et d'une glande qui est au niveau de la prostate qu'on appelle la vésicule séminale. Donc en fait, tout le liquide du sperme vient essentiellement de la prostate. Donc c'est un organe sexuel. Au moment de l'éjaculation, il y a une contraction de la prostate. C'est un organe fibromusculaire qui génère l'expulsion du sperme. Donc avant toute chose, c'est un organe sexuel, mais de par sa position sous la vessie, c'est un organe qui participe à une fonction urinaire parce que ça se situe sous la vessie, c'est un point d'ancrage supérieur à la vessie chez l'homme. Puis quand la prostate prend du volume, avec l'âge, quand elle s'hypertrophie, elle vient nuire au système de vidange de la vessie. Alors c'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes urinaires, mictionnels, dus à l'hypertrophie de la prostate. Le volume moyen d'une prostate, c'est environ combien, docteur Dujardin? C'est petit. Alors c'est progressif, ça évolue avec l'âge, mais c'est environ 20 cc, 20 cm3. Puis on parle d'hypertrophie de prostate qui peut devenir symptomatique, créer une gêne chez les patients qui se trouvent incommodés. À partir du moment où on a 30-35 cm3. Les symptômes principaux lorsque les gens commencent à avoir des problèmes soit de prostate trop grosse ou de cancer de prostate, ça ressemble à quoi? Alors il y a deux catégories de symptômes. On parlait avant de symptômes d'irritation ou d'obstruction. En fait, en étant plus simple, ce sont des symptômes qui sont inhérents au remplissage de la vessie ou à la vidange de la vessie. Alors par exemple, le fait de se lever la nuit, le fait d'aller uriner souvent ou le fait d'avoir des urgences, ça peut nous orienter vers des symptômes de remplissage pendant que la vessie se remplit. Alors ça peut être ce genre de symptômes, mais ça peut être des symptômes inhérents au blocage, à l'obstruction, au fait que la prostate gonflant gêne la vidange. Alors c'est le fait d'avoir une miction hachée, de faire pipi en 2 fois, en 3 fois,
d'avoir le sentiment d'avoir une vessie qui se vide plus ou moins bien, un jet mictionnel qui est un peu plus faible. Ces symptômes-là sont en général moins incommodants parce que le patient s'habitue. Alors, il pousse un peu plus, le jet baisse, trouve ça normal, alors que le fait de se lever souvent la nuit, le fait d'avoir des urgences dans la journée, même qui peuvent aller jusqu'à l'urgence et l'incontinence, c'est très nuisible ça. Donc, en général, ça les amène un peu plus vers le médecin. Et vers quel âge, dans le fond, ces problèmes-là surviennent chez l'homme? En général, c'est au-delà de 50. Puis, j'imagine que ça s'adresse naturellement aux hommes, mais j'imagine, vous le disiez un petit peu tantôt, qui attendent avant de consulter. Qu'est-ce qui fait qu'ils consultent? Est-ce que c'est plus du côté urinaire ou plus du côté sexuel qui les amène à consulter? Bien, les deux, je dirais. Alors, parce qu'effectivement, c'était tabou au niveau sexuel, la prostate, sans parler du cancer, mais simplement de l'aspect sexuel. La dysfonction érectile, donc les problèmes d'érection, la prévalence, l'âge auquel ça survient, c'est à peu près la même chose. Et il y a un lien. Il y a des liens de causalité, il y a des mêmes mécanismes qui expliquent que l'hypertrophie bénigne, les symptômes urinaires sont corrélés avec la dysfonction érectile. Et ça, c'est vérifié, c'est publié, ça fait 30 ans qu'on le sait. Puis aujourd'hui, on a des données de plus importantes, notamment les troubles de l'érection, ça peut être un point de départ de problèmes coronaires aussi, ça on le sait. Mais l'homme qui a des problèmes d'érection a ou va avoir des problèmes urinaires, c'est très fortement corrélé. Alors les deux sont un point d'entrée. Et si on prend les problèmes urinaires, comme je dis tout à l'heure, c'est plus les problèmes d'urgence qui vont incommoder le patient. Et là encore, le patient va venir aussi parce que sous l'impulsion de sa conjointe qui va être la première à signaler le phénomène. Dans les facteurs de risque qui augmentent notre risque de cancer de la prostate, les principaux, ce sont? Alors je dirais qu'il y a des... Si on va mettre à part d'emblée les facteurs génétiques, le cancer dit familial, oui. Ça correspond à moins de 9-10% des cas. Ça existe, mais c'est 9 à 10% des cas. Après, c'est une question de... Il y a des liens d'ethnie. Les Afro-Américains sont plus à risque. Après, les antécédents familiaux. Un individu qui vient nous consulter, qui a plus de 50, 55 ans, qui est inquiet, s'il a un père ou un grand-père qui a eu un cancer de prostate, il est plus à risque. Donc les antécédents familiaux, l'ethnie, c'est à peu près les deux seules choses. Après, il y a des facteurs d'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des régions de la Terre où on en fait moins que d'autres. Mais ces facteurs environnementaux, quand on creuse un peu la question, sont corrélés aux facteurs aussi alimentaires. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'une diète plus riche en gras, en viande rouge, peut-être était délétère pour ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites dans la littérature en disant que si on peut changer certaines perspectives, comme les poissons, les oméga 3, il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc le fait de manger un peu plus de poissons, un peu moins de viande rouge, et de viande rouge cuite sur le barbecue, le sacro-saint mythe américain, nord-américain, il y a un peu moins de risques. Alors, ce sont des choses qu'on voit dans la littérature de plus en plus. À partir de quel âge les patients devraient consulter leur médecin pour obtenir un dépistage et quel type d'investigation on demande? Alors, pendant longtemps et jusqu'à présent encore, le principal, c'est un marqueur qu'on appelle le PSA. C'est une protéine qui est justement sécrétée par la prostate. C'est une protéine qui nous donne un taux. Et ce taux, on l'explique aux patients quand ils viennent nous voir, le taux de PSA est totalement dépendant du volume de la prostate. Et là encore, et c'est là où ça devient complexe, parce que plus le PSA augmente, plus le volume de la prostate augmente, mais également plus le risque d'avoir un cancer de prostate augmente. Et c'est là où le PSA a été décrié dans les dernières années en disant c'est peut-être pas le marqueur idéal, c'est sûr, mais c'est un marqueur quand même qui a son intérêt. Et puis c'est à nous après d'expliquer comment on fait la différence. C'est-à-dire que le volume de la prostate augmente chez tout individu, mais il est corrélé avec l'âge. Donc il est normal que notre PSA augmente régulièrement avec l'âge. Mais il ne faut pas qu'on ait des à-coups anormaux, donc ça doit être suivi. Il faut prendre le PSA non pas comme une photo, mais plutôt comme un lien avec un processus d'évolution, puis de l'interpréter en tant que tel. Un indicateur, finalement. C'est un indicateur, et puis après, il y a beaucoup de marqueurs qui se développent. Il y a beaucoup de progrès dans l'imagerie, dans les nouveaux marqueurs, dans la génétique. Tout ça est en progrès actuellement. Mais le marqueur actuel, c'est PSA et surtout examen clinique toucher rectal. Le toucher rectal doit toujours être fait par le médecin. On fait de l'enseignement, on le répète sans arrêt auprès des praticiens, parce que souvent ils se disent « Oh, on a le PSA, maintenant ça ne sert peut-être plus à rien de faire un toucher rectal », c'est faux. Comme chez les femmes, l'examen des seins, chez les hommes, le toucher rectal fait partie d'un examen clinique. Donc l'âge à partir duquel ça doit être fait, les recommandations actuelles, c'est de dire qu'à partir de 50 ans, on doit quand même s'occuper de faire un suivi à ce niveau-là, et il y a des différences en termes de guides de bonne pratique en fonction des pays
et même en fonction de différents coins en Europe, par exemple aux États-Unis ou au Canada. Alors la tranche de population qui est la plus visée actuellement, c'est 55-70. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, entre 55 et 70 ans, lorsque vous allez voir votre médecin doit vous faire un discours sur le sujet en vous disant « Oui, aujourd'hui, on est capable de réduire le risque de décès du cancer de la prostate à partir du moment où on fait du dépistage par le PSA, par le toucher rectal. » Maintenant, si on prend les plus jeunes, si on prend des gens de 40-45 ans, s'ils ont des risques, des antécédents familiaux, s'ils sont une ethnie à risque comme des Afro-Américains, ça doit être fait plus tôt aussi. Et la population un peu plus tardive, 70 ans, et aujourd'hui vous voyez des gens de 70 ans en super forme, bien, dans les guides de bonne pratique font partie de la tranche exclue, mais ce sont des patients qu'il faut quand même surveiller. Et aujourd'hui on a des patients qui vivent jusqu'à 90 ans et plus, donc un patient en bonne santé de 70 ans qui a 15 ans, 20 ans de survie, oui, il doit être pris en charge aussi. Docteur Dujardin, c'est vraiment tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Pour les gens qui voudraient vous consulter, vous êtes au Centre médical Le Berger. Oui. Donc, toutes les informations seront données sur notre site Internet. Merci beaucoup d'avoir été là. Demeurez avec nous tout de suite après la pause, notre chronique Family Prix. Le syndrome de l'apnée du sommeil affecte la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, mais aussi celle de leur entourage. Je le sais et j'y ai remédié. Un appel au réseau des cliniques médicales Lacroix, un rendez-vous. J'ai maintenant accès à des traitements spécialisés, efficaces, et j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, plus sereine, plus intéressante, pour mes proches aussi. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Je suis accompagnée de Louise-André Marceau, pharmacienne chez Family Prix. Bonjour Louise-André. Bonjour Dominique. Louise-André, on parle de l'arthrose. Oui. Mais d'abord, quelle est la différence entre l'arthrose et l'arthrite? C'est une super bonne question. C'est souvent des choses qui peuvent être confondues. En fait, l'arthrite, ça vient du mot, si on sépare le mot en deux, là, on entend art puis it. Art pour articulation, it pour inflammation. Arthrite veut donc dire inflammation de l'articulation. L'arthrite comprend plusieurs sortes de maladies, dont l'arthrose en fait partie. L'arthrose comme telle, c'est un problème au niveau du cartilage. Le cartilage, c'est le petit coussin qui se retrouve entre nos os. C'est entre deux os, là, vraiment, c'est là un petit coussinet qui est là, qui devient abîmé au fil du temps et on développe de l'arthrose. Et quelle est la cause de l'arthrose? Souvent, on va penser que l'âge est la cause de l'arthrose. Effectivement, l'âge, oui, mais aussi les coups à répétition. Les gens qui vont avoir des blessures, par exemple, aux genoux, peuvent développer de l'arthrose. Les gens qui vont avoir de l'obésité, beaucoup de poids, beaucoup de pression sur nos articulations, peuvent aussi développer de l'arthrose. Et quelles sont les articulations qui sont le plus touchées par l'arthrose? Bien, je vous ai déjà parlé du genou. Oui. Le genou est très touché, la hanche, le cou, le bout des doigts, parfois aussi au niveau là, du pied, des orteils. Et est-ce qu'il y a des premiers signes qui nous indiquent qu'on pourrait faire de l'arthrose, soit par de la douleur, des membres qui sont un petit peu plus raides le matin? Bien, effectivement, vous avez mis le doigt sur les symptômes. Ça va être de la douleur, de l'inflammation. Des fois, là, les articulations qui craquent, du crépitement, c'est tous des symptômes de l'arthrose, mais surtout principalement la douleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager? Ou est-ce que ça se guérit, l'arthrose? Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va se guérir, c'est quelque chose qu'on va soulager. Au début, c'est sûr qu'encore on a une articulation qui fait mal, on va la mettre au repos. Ensuite, on peut prendre des analgésiques, des anti-inflammatoires. Ça, de ce côté-là, évidemment, allez consulter votre pharmacien pour être certain que ça fonctionne avec le dossier pharmacologique. Et puis, on peut mettre de la glace aussi, là, c'est un excellent anti-inflammatoire, la glace. On entend souvent dire que parce qu'on fait de l'arthrose, parce qu'on fait de l'arthrite, mais principalement de l'arthrose, qu'on ne peut plus, en tout cas, pratiquer notre sport ou faire de l'exercice. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Mais c'est plutôt un mythe. C'est pas parce qu'on fait de l'arthrose qu'il faut arrêter de bouger. Bien au contraire, il faut quand même la travailler, notre articulation. Ceci étant dit, peut-être modifier des fois les sports qu'on va faire. On va essayer d'y aller vers des sports qu'on va avoir moins d'impact sur notre articulation. Par exemple, la natation, le vélo, la marche, le yoga. C'est des bons sports là, qui peuvent être pratiqués. Et que pensez-vous des jeunes qui pratiquent des sports tels
tel le ski alpin ou le ski à bosse, qui vraiment là, fait travailler les genoux. Est-ce que ça peut avoir une incidence un petit peu plus tard sur la personne? Oui, effectivement. C'est sûr que si on pense au ski de bosse, qu'il y a vraiment des coups sur l'articulation, c'est le genre de blessure qui peut faire développer de l'arthrose dans le futur, oui. Est-ce que c'est héréditaire, l'arthrose? Il peut avoir une composante héréditaire, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est tout un tableau, dans le fond, qui va être derrière l'arthrose et le fait qu'on va développer de l'arthrose. Dans le guide élaboré par Family Prix, le guide PSST, qui est vraiment génial, on a tout plein d'informations sur l'arthrose. En fait, là, dans le guide, il y a aussi toute une section sur les exercices qu'on peut faire. Pour garder nos articulations en santé, il y a des choses au quotidien qu'on peut faire. Par exemple, juste si on pense à lever une charge lourde, une grosse boîte dans un déménagement, par exemple. Mais la façon de se pencher, se plier et se tourner peut être important quand on souffre d'arthrose. Dans le guide, notre PSST, notre PSST qu'on a élaboré chez Family Prix, qui est gratuit, soit dit en passant, c'est tout expliqué à ce moment-là, plus les petits exercices que vous retrouvez à la fin. Merci beaucoup, Louise-André. Plaisir. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Quel est votre rôle à titre de grand-parent? Bien d'abord, à titre de grand-parent, c'est d'aimer nos petits-enfants inconditionnellement. J'ai un petit-fils de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Leur mère est extraordinaire, ainsi que le père. Alors, moi, je fais juste les regarder aller et je trouve qu'ils leur donnent un très bel exemple de ce que doit être une petite famille. Quel est votre rôle à titre de grand-parent? C'est le rôle de soutien, d'aide pour les parents qui sont parfois débordés. Alors, on essaie d'établir une bonne dose d'aide pour chacun des deux petits-enfants, de nos enfants. Alors, on en a 4, chacun de... Ma fille a 2 enfants et mon fils en a 2 aussi. Donc, on s'accorde avec eux pour les aider. Et c'est un peu spécial. On doit aller en France pour aider ma fille parce qu'elle demeure là. Alors, c'est pendant 1 mois chaque année, on va l'aider là-bas. Puis le reste de l'année, on aide les enfants de mon fils, ici à Charlebourg. Voilà. Quel est votre rôle à titre de grand-parent? À titre de grand-parent, bien, quand mes petites qui ont aujourd'hui 24 ans, je les ai gardées quand elles étaient petites, évidemment. J'ai plus gardé la fille de ma fille parce qu'elle était monoparentale. Alors, elle avait besoin de moi pour aller la chercher à la garderie. Puis, quelquefois, à la maison, je veux dire, je la gardais aussi pour dormir chez moi. Maintenant, j'ai plus le rôle d'arrière-grand-mère. C'est vraiment extraordinaire parce que, pardon, là, je peux en profiter, là, beaucoup. Puis, ce soir, justement, ma petite fille vient souper avec la petite qui a 22 mois. Et puis, c'est un beau cadeau de la vie. C'est extraordinaire comment je peux aimer cet enfant-là, là, puis que j'ai le temps là, d'en profiter. Là, c'est une joie. Vraiment, là, je souhaite ça à tout le monde. Puis là, surtout que d'être là maintenant, là, que je ne travaille pas, puis c'est là qu'on peut profiter de nos petits-enfants. Puis aussi que ma petite fille est très proche de moi. Alors, l'autre aussi, mais l'autre n'a pas d'enfant encore. Alors, c'est la raison pour laquelle là, que j'en profite. Puis encore là, la semaine prochaine, je vais garder chez elle quand elle a besoin.
je fais garder à la maison. Quel est votre rôle à titre de grand-parent? Mais comme je vous ai dit, je les vois très, très rarement. Ça me blesse beaucoup, c'est sûr. Ça me fait beaucoup de peine. Mais, comme on dit en bon français, il faut vivre avec ça. De retour à votre bilan santé, nous sommes maintenant en compagnie de Geneviève Laberge, psychologue à la Clinique de psychologie de Québec. Bonjour Geneviève. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Geneviève, j'aimerais avec toi qu'on aborde le côté psychologique. Tantôt, avec Dr. Dujardin, on a abordé plus le côté diagnostic, le mot cancer, à quel point, le cancer de la prostate, pardon, à quel point ça pouvait avoir une incidence sur le côté de la santé. Mais avec toi, j'aimerais qu'on aborde plus le côté psychologique, l'effet sur l'homme, mais aussi sur le couple qu'une telle annonce ou que le mot prostate peut avoir. Oui. Effectivement, mais dès le départ, là, avec l'annonce d'un diagnostic de cancer, je tiens à préciser que l'impact peut être vraiment sur les deux membres du couple. Donc, c'est important à dire puisque le stress peut être autant chez la conjointe que chez le conjoint. On peut parler de réactions comme un état de choc. Ensuite, il peut y avoir aussi de l'incertitude, de la peur par rapport au traitement de chimio, de radiothérapie, des chirurgies. Ça peut aussi être une peur de mourir, une peur de tout ce qui va engendrer les traitements sur la vie du couple, la vie de nos proches. Donc, on peut parler de ça. On peut aussi même parler de détresse psychologique chez certains hommes et même aussi leurs conjointes là, par la bande. Quand on parle de détresse, ça peut être est-ce que ça peut être aussi la cause, Dr. Dujardin nous le mentionnait, l'homme, souvent, ça peut arriver qu'il ne le dise pas, qu'il garde ça pour lui. Est-ce que cette détresse-là peut découler de cette prise de décision-là de l'homme de garder ça pour lui? Oui, ça peut être aussi découlé de ce secret-là qu'il va devoir porter. Mais généralement, l'annonce va amener plusieurs conjoints à le dire aussi à leurs proches parce que tout dépendant de la gravité, là, ça peut être difficile comme secret à garder pour eux-mêmes. Et aussi, tout dépendant des traitements, là, ça change un horaire aussi, un horaire de vie. Donc, des fois, ça devient un petit peu plus difficile à cacher, là. On parle de prostate, mais au sens large, quelqu'un qui a une annonce d'un cancer, dans certains cas, moi je le vois dans mon bureau, mais j'imagine qu'elle le voit aussi. Est-ce que vous voyez des gens qui ne veulent pas qu'on en parle à leurs proches, qu'on veut garder ça vraiment secret? Ou qu'est-ce que vous voyez comme réaction en général à l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave? Bien, on peut voir vraiment un peu les deux. Ça dépend aussi de la qualité des relations des gens. C'est sûr que si on a une relation insatisfaisante, avec une très mauvaise communication, c'est pas nécessairement une annonce qu'on va dire à l'autre, puisque ça peut avoir un impact négatif d'une certaine façon là, sur le couple ou sur la dynamique familiale. Fait qu'on peut être porté à vouloir plus le cacher. Et de manière concrète, par exemple, un traitement, quand le couple va vous voir, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut moins? Dans le cas-ci, ça pourrait être la femme qui amène l'homme à venir consulter ou généralement, ce sont les deux, c'est une prise de décision commune? Ça dépend vraiment là, de pourquoi ils viennent consulter, de ce qu'ils veulent travailler. Moi, je vois autant dans ma pratique là, que ce soit juste l'homme qui veut plus venir que la femme ou que ce soit vraiment une décision commune. Je crois que ça dépend vraiment là, de la dynamique du couple là, à la base. Et quel serait le conseil que vous donneriez à un homme qui nous écoute ce soir avec sa conjointe, puis il vient de recevoir cette nouvelle-là, peu importe que ce soit un cancer ou même juste une problématique, un problème de prostate, quel serait le meilleur conseil que vous lui donneriez? Le meilleur conseil, ça serait vraiment de consulter rapidement s'ils en ressentent le besoin. Je parle de ressente autant pour l'homme que pour la femme, parce que l'ensemble du couple va être touché, ce qui fait que ça serait d'aller chercher de l'aide le plus rapidement possible par un professionnel de la santé comme un psychologue, parce que dans le couple, l'important, c'est vraiment une saine communication et c'est ce qui peut être vraiment touché là, dans les problématiques de cancer ou de problématiques de prostate là, au sens plus large du terme. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été avec nous. De rien. Un plaisir de t'avoir reçu. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur.
Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Alors, juste avant de vous quitter, puisque c'est déjà tout pour aujourd'hui, voici notre réponse à notre question vrai ou faux. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Le principal facteur de risque du cancer de la prostate est l'âge. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre bilan santé. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez-y la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.